Mademoiselle de Consac, les acronistes, les disfopins, Mademoiselle de Consac, Du quatrième, un petit mystère insinuatif, réparatif et rémoliant pour radolir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. 30 sols. Monsieur Florent, il faut être raisonnable, pas écorcher de table. 10 sols, Plus du 10 jours, un beau mystère éclairci, composé avec un boule, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour valider, blâmer et nettoyer le bâton de monsieur. 30 sols. avec votre commission, 10 sols. Plus du 25e, une bonne médecine créative et comparative, composée de glace récentes, avec CD, empreintes et autres, suivant l'ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la famille de monsieur, car Non, 10 et 15 sols. plus du 26e, très carminatif, pour passer votre monsieur, 30 sols. Composé pour raser la vie et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur Doani. Non, non, les grandes sols. Qu'est-ce que vous avez fait, Plus une potion cordiale et créative, composée avec 12 graines d'or, sirop de limon et de lave et autres, suivant l'ordonnance, très Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est 12 restaurants. Et l'autrement, il y avait 12 métiers là-dedans. Alors? Alors, comment tout ceci? Ah, il n'y a personne. Ah, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Ah, il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent point, et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Voilà, voilà, voilà. Point d'affaire. Voilà, voilà, voilà. Ils sont sourds. Toilette. Voilà, voilà, voilà. Chienne, coquine. Voilà, voilà, voilà. J'enrage. Ah, voilà, voilà, voilà. Carogne à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme ça un pauvre malade tout seul? Voilà, voilà, voilà. Ah, ça, ils me laisseront ici mourir. Voilà, voilà. Ah, chien la carogne. Ah! Diantre soit fait de votre impatience! Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de tête contre la carne d'un volet! Très, très. Ah! Il y a, Ah! il y a une Ah! Ah, tais-toi donc quand il te se querelle. Ah bah ça, ma foi, j'en suis d'avis, après ce que je me suis fait. Tu m'as le fait égosiller, carogne. Et vous m'avez fait vous casser la tête, l'un ou bien l'autre, qui Quoi? t'inquiète si vous voulez. Quoi, coquine? Ah! Ah, me laisser Ah! classe. Ah, chien, tu veux? Ah! Non, et encore il faudra plus que je n'ai pas le plaisir de quereller. Mais querellez tout votre sou, je le veux bien. Tu m'empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Mais si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est point trop. Allons, bon, il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui, ai-je bien fait de la bile? Ah, ma foi! Je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Fleurant d'y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Qu'on ait bien soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Fleurant-là et ce monsieur Purgon s'égalent bien sur votre corps. Ils ont trouvé en vous une vache à lait. Et j'aimerais bien leur demander quel mal vous avez pour faire tant de remèdes. Ce n'est point à vous, taisez-vous ignorante, de contrôler les ordonnances de la médecine. Comme me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. Ah ben la voilà, qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Approchez, Angélique. Vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouvrir. Attendez. Donnez-moi mon bâton. Je
je vais revenir dans... tout à l'heure. Allez vite, monsieur, allez. Monsieur Florent nous donne bien des affaires. Toinette! Quoi? Regarde-moi. Eh bien, je vous regarde. Toinette! Quoi, Toinette? Ne devines-tu pas de quoi je veux parler? Ah bah ça, je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes moins bien si vous n'en parlez à toute heure. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je regarde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse indifférente aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? Bah, Dieu me plaise. Mais dis-moi, Toinette, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Et que cette action d'embrasser ma défense, sans même me connaître, est tout à fait d'un honnête homme. Oui. Que l'on ne peut en user plus généreusement. D'accord. Et qui fit cela de la meilleure grâce du monde? Oh oui. Mais dis-moi, Toinette, ne trouves-tu pas qu'il est bien fait de sa personne? Sans doute. On ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Il est Et vrai. qu'il n'est rien de plus fâcheux que cette contrainte qui me tient, qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là sont parfois sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité, et j'ai vu des grands comédiens là-dessus. Mais Toinette, que dis-tu là? De la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dise pas vrai? En tout cas, vous serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage sera la prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. À Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père. Ah, c'est Angélique. Je vais vous dire une nouvelle ou peut-être ne vous attendez-vous point. On vous demande en mariage. Alors, qu'est-ce que vous riez? C'est plaisant, oui, c'est votre mariage. Hein. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que je vois, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire mon père tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Ma femme, votre belle-mère, voulait que je vous fisse religieuse. Et votre petite sœur Louison aussi. De tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Et elle ne voulait point consentir à ce mariage. Mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Oh mon père, je vous suis obligée de toute vos bontés. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Assurément, mon père. Ah, comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait nous rencontrer il y a 6 jours de cela, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que nous avons dès cette première vue prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De belle taille. Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. De bonne mine. Très bonne image, très bonne. Et sage et bien né. Tout à fait. Fort honnête. Le plus honnête du monde. Qui parlait bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père. Oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Oh la belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante! Le neveu de Monsieur Purgon. Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Eh oui! Et c'est le neveu de Monsieur Purgon, le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diapoirus, et son fils s'appelle Thomas Diapoirus, non point Cléante. Et nous avons conclu ce mariage ce matin, Monsieur Florent, Monsieur Purgon et moi. Et demain, ce prétendu gendre doit m'être amené par son père. Mais qu'est-ce? Vous voilà tout émobile. C'est que je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Ouais, donne-moi ta du coquille, impudente que tu es! Mon Dieu, tout doux! Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons sans froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade, comme je suis avec ma maladie, je veux m'appuyer d'un gendre médecin et de ses alliés contre de bons secours contre ma maladie. Eh bien, voilà dire une raison. Il y a du plaisir à se répondre doucement les uns aux autres.
Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Ah, comment, coquine? Si je suis malade, impudente. Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, même plus malade que vous ne le pensez. J'en demeure d'accord. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle y consentira point. Non. Ma fille. Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de Thomas Diafoirus, de son père, monsieur Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux moi que cela soit. Fille, ne dites pas cela. Comment? Que je ne dise pas cela? Non. Et pourquoi ne dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, elle ne le fera pas. Elle le fera. Je Elle- penserai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera. Ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon, Comment bon? vous la mettrez pas dans un couvent. Je la mettrai dans un couvent. Non. 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 Ouais. Ah, voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Et qui me l'empêchera? Vous-même. Moi? Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Oh, monsieur, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Comment ça, je suis bon? Je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur, vous ne songez point que vous êtes malade. Oh, où est ton touchant? Mais quelle audace est cela? À une coquine de servante de parler d'un sang devant son maître. Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Oh là là, il faut que je t'assomme, scélérate. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui doivent vous déshonorer. Ah, je vais t'apprendre à parler. Je m'oppose comme il se doit à vous empêcher à faire des folies. Chienne. Et jamais je ne consentirai à ce mariage. Bandarde. Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Carole. Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Oh, Génie, tu ne peux pas m'arrêter, cette coquine-là. Et mon père ne vous fait pas malade. Ah, si tu me l'arrêtes, je te donne ma malédiction. Et moi, je la déshérite si elle vous obéit. Oh, voilà pour me faire mourir. Oh, je n'en puis plus. Oh. Ma femme, approche. Qu'est-ce donc il y a, mon petit fils? Oh, ma vie. On vient de me mettre en colère. Mais votre coquine de planète est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la casser. Et là. Mon Dieu, mon fils, il n'y a pas de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. Et l'on est parfois contraint de supporter leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez maintenant qu'il faut de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, Toinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Mais hélas, je ne vois pas ce que vous voulez dire, et je ne songe à complaire à monsieur qu'en toute chose. Traîtresse. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Je ne vois pas grand mal à cela et je trouve qu'elle a raison. Oh, vous la croyez, m'amour? Elle m'a dit sans insolence, c'est une scélérate. Là, je vous crois. Habitez. Ça, donnez-moi des oreillers que je l'accommode sur sa chaise. Voilà, je ne sais comment. Que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de Et en moi. France, c'est bien votre bonnet sur les oreilles, il n'y a rien qui ennuie tant que devant l'air par les oreilles. Levez-vous, que je glisse ceci sous.
Mettons celui-ci pour vous appuyer. Celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos. Et celui-là pour soutenir votre tête. Et celui-là pour vous garder le serein. Chien, tu veux m'étouffer! Mais qu'est-ce que c'est donc? Elle n'en vit plus! Mais pourquoi vous emporter ainsi? Elle a cru faire rien. Oh, vous ne connaissez pas Mamie, la malice de la pendarde. Elle m'a mis dedans de moi. Il faudra plus de 15 larments et de 20 médecines pour réparer tout ceci. Là, doucement. Que je vous suis reconnaissant de l'amour que vous me portez. Et je veux mon cœur, comme je vous l'ai dit, faire mon testament. Ah mon ami, je vous prie, ne me parlons pas de ces choses-là. Je ne saurais souffrir cette pensée, le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais demandé de parler pour cela à votre notaire. Les voilà là-dedans que j'ai amenés avec moi. Approchez, monsieur de Bonnefoy. Approchez. Ma femme m'a dit que vous êtes fort honnête et tout à fait de ses amis. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Je lui ai demandé de vous parler pour un testament que je veux faire. Elle m'a, monsieur, informé de vos intentions et du dessein où vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? Mais tout l'avantage qu'hommes et femmes, conjoints par mariage, se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait point d'enfant, soit des deux conjoints, ou de l'un d'eux lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente. Qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme qu'il aime tendrement, qui prend de lui tant de soin. Je voudrais consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ah, ce n'est pas à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand cri que de disposer en fraude de la loi. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis. Il faut de la facilité dans les choses, sinon nous ne ferions rien. Et je ne donnerai pas un seul de notre métier. Ma femme m'avait bien dit que vous êtes fort habilement et fort honnête. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner tout mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme, par votre testament, tout ce que vous pouvez, et cet ami ensuite lui rendra tout. Or, vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourrez avoir payables au porteur. Mon Dieu, mon fils, il ne faut pas vous tourmenter de cela. S'il y a faute de vous, je ne peux plus rester au monde. Oh, mamie. Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, Ma chère femme. la vie ne me sera plus de rien. Oh, maman. Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Oh, vous me fendez le cœur, mamie. Consolez-vous, je vous en prie. Oh, les choses n'en sont pas encore là. Ces larmes sont hors de saison. Monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurai si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Turgot m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Ah, cela pourra venir encore. Alors, il faut faire mon testament de la façon que monsieur dit, mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains 10 000 francs en or
que j'ai dans le lambris de mon alcôve et 2 billets payables aux hommes porteurs qui me sont dus. L'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérard. Ah, je ne point de tout cela. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 10 000 francs. Ah, ne me parlez pas de bien. De combien sont les 2 billets? Ils sont mamie, l'un de 4 000 et l'autre de 6. Tous les biens du monde ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous, monsieur, que nous procédions au testament? Oui, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Mamour, conduisez-moi, je vous prie. Allons, mon pauvre petit-fils. Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne pas, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner? J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts, je n'ai jamais pu avoir l'inclination pour elle. Et j'ai toujours été de votre côté. Reposez-vous sur moi. Tâche, je t'en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu. Toinette! Voilà qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi. Ce que je viens de faire ici? Mais c'est vous? Quelle surprise! Mais que venez-vous faire là dans la maison? Savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et savoir la destinée à laquelle je dois me résoudre. Mais ne vous a-t-on pas dit l'étroite garde dans laquelle elle est retenue, qu'on ne la laisse ni sortir, ni parler à personne? Aussi ne viens-je pas comme Cléante, et sous l'apparence de son amant, mais comme un ami de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre. 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié à lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur! Ah! Parle-moi, Pondarde! Tu viens m'ébranler tout le cerveau et tu ne songes pas qu'on ne parle pas si haut à des malades! Je voulais vous Parle-moi, te dis-je! Monsieur, Hein? je vous dis. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il y avait un homme qui veut parler à vous! Dis-donc! Monsieur! Oh! Ne parlez pas si haut, de risque d'ébranler le cerveau de monsieur. Monsieur, je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller au chant pour quelques jours, et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne vint à oublier tout ce qu'elle sait déjà. Fort bien, appelez Angélique. Je crois, monsieur, qu'il serait mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Mais monsieur, il ne pourra lui donner la leçon comme il faut, s'il leçon en particulier. Si fait, si fait. Monsieur, cela fera que vous étourdir, et il faut un rien pour vous émouvoir dans l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Mais point, j'aime la musique. Et je serais bien à l'aise. Ah, mais voici. Allez vous en voir, vous, c'est ma femme est habillée. Tenez, ma fille. Votre maître de musique s'en est allé au champ, et il a envoyé personne à sa place pour vous montrer. Oh ciel! Qu'est-ce? Quelle est cette surprise? Et quoi? Qui vous aime tant? C'est une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? Je
j'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne faite tout comme monsieur s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément, en arrivant ici, ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand, sans doute, si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugez assez digne de vous tirer. Ah ma foi, monsieur, je me dédie de tout ce que j'ai dit hier et je suis pour vous maintenant. Voilà monsieur Diaparus le père et monsieur Diaparus le fils qui viennent vous rendre visite. Que vous serez bien engendré, vous allez voir le garçon le mieux tourné et le plus spirituel du monde. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi et votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez pas, monsieur. C'est que je marie ma fille. Et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a pas entendu. Ça m'honorait beaucoup, monsieur, de vous voir, que je sois le témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Demandez-le un peu à son maître de musique afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Et je vous y prie aussi. Vous faites beaucoup d'honneur. Alors, on se range, les voici. Vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non point pour leur porter de l'incommodité. Allons Thomas, avancez, faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer? Ah oui? Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps. Ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporels, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation, dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance mes très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges d'où l'on sort si habilhomme. Cela a-t-il bien été, mon père? Optimé. Alors, saluez monsieur. Pézerez. Oui, oui. Mademoiselle. Ne plus ne moins que la statue de Memnon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même, me semble animé d'un goût transport à la vue du soleil de vos beautés. Et comme le naturaliste remarque que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse, cette future hyménée. Souffrez, mademoiselle, que j'appende à l'autel de vos femmes l'offrande de ce cœur. Il n'aspire et ne respire autre gloire, mademoiselle, que d'être toute sa vie de très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Vive les collèges d'où l'on sort si habilhomme. Oh, vous voyez, monsieur, que tout le monde ici admire monsieur votre fils, et que je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre ou éveillé. On le voyait toujours doux, paisible, taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres.
Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits, et l'on grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable. Mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine, mais il se raidissait contre les difficultés. Et ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi inutile, je ne me connais pas ces choses-là. Donnez, cela servira à parer notre chambre. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter, qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique, et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour concevoir et engendrer des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas dans votre intention, monsieur, de le pousser à la cour afin d'y ménager pour lui une charge de médecin? À vous parler franchement, monsieur, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Lorsqu'ils viennent à être malades, les grands veulent toujours que leur médecin les guérisse. Ah, cela est plaisant. Et ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, les médecins, vous les guérissiez. Vous n'êtes pas là pour cela. Vous y êtes pour recevoir vos pensions et ordonner vos remèdes. C'est à eux de guérir s'ils le peuvent. Cela est vrai. Et l'on n'est obligé qu'à traiter les gens selon les formes. Allons, monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Et il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra que l'on a fait depuis Moi? Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et laissez-moi vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter, mais l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement ici un petit opéra impromptu, et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée ou des manières de vers libres, telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui parlent sur le champ et disent des choses d'elles-mêmes. Fort bien. Écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne venait que de commencer. Lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne, voit un brutal qui de paroles insolentes maltraitait une bergère. D'abord, il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage. Et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère. On voit une personne qui, les deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus. Hélas, dit-il en lui-même, comment peut-on outrager une personne si aimable? Et quel inhumain! Quel barbare ne serait touché par de telles larmes? Il prend soin de les essuyer, ces larmes qui sont si belles. Et la bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service. Mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée.
que le berger n'y peut résister. Et chaque mot, chaque regard, est un trèfle de flamme dont son cœur se sent pénétré. Tout le spectacle passe sans qu'il n'y donne aucune attention. Mais il se plaint qu'il est trop court. Parce qu'en finissant, il le sépare de son adorable bergère. Et de ce premier moment, de cette première vue, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l'absence. Il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtient d'elle la permission par un billet qu'il a l'adresse de lui faire tenir. Mais dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur et il ne peut supporter l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre. Et son amour au désespoir lui fait trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère afin d'apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que les caprices d'un père opposent aux tendresses de son amour. Mais enfin, il force toute contrainte. Et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre? Faut-il mourir? Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire. C'est vous en dire assez. Ouais. Oui, Tircis, je vous aime. Redites-le, Phyllis. Je vous aime. Recommencez 100 fois, ne vous enlacez pas. Je vous aime, oui Tircis, je vous aime. Mais un père à ses vœux vous veut assujettir. Plutôt mourir que de jamais y consentir. Plutôt mourir. Mais que dit le père à tout ceci? Il ne dit rien. Voilà un chaud père de ce père-là que de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Ah, mon amour. Ah non, j'en ai cassé. Votre comédie est un fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent, la bergère Phyllis est une impudente de parler de la chose devant son père. Mais moi ce papier, mais où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, que l'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Oh, fort bien. Nous nous serions bien passés de votre impertinent opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme. Maman, voici le fils de monsieur Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage, Monsieur, je suis ravie d'être venu ici à propos pour avoir l'honneur de vous plaire. puisque l'on voit sur votre visage, Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Alors, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père. Quoi, mon père? C'est ce que ça veut dire, mon père. De grâce, ne précipitez pas les choses.
Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous cette inclination si nécessaire à composer l'union parfaite. Mais quant à moi, mademoiselle, elle est déjà tout tenue en moi, je ne saurais attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi et je vous avoue que vos mères... Lorsque vous serez mariés ensemble. Et mon père, un peu de patience, je vous prie. Le mariage est une chaîne où on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit pas vouloir quelqu'un qui sera lu par contrainte. Nego conséquentiam, mademoiselle. Je puis être honnête homme et vouloir vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever les filles de la maison des pères, afin qu'il ne soit pas dit qu'elles convolaient de leur propre gré dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. Donnez-vous patience, si vous m'aimez, je vous prie, vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle. Aux intérêts de mon amour. Exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distinguo, mademoiselle. Dans ce qui ne regarde point sa possession, on cédo. Mais dans ce qui la regarde. Nego! Vous avez beau raisonner, monsieur effray voulu du collège, il vous donnera toujours votre reste. À quoi bon-t-on résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que l'honnêteté et la raison pourraient me la permettre. Oui, je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais pas à se marier, je sais bien ce que je ferais. Je sais ce que vous voulez et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Le devoir d'une fille a des bornes. C'est-à-dire que vous voulez vous choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut point me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne point me forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. Oh, monsieur, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement et en faire l'attachement de toute ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires et pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent. Ces personnes-là, à la vérité, les cherchent point en de façon et regardent peu à la personne. Je vous trouve bien raisonnante aujourd'hui, je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte manie qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien m'obliger à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Il n'y a rien d'égal à votre insolence. Tout cela ne servira de rien et je serai sage en dépit de vous. Et pour vous aider l'espérance de réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, ma fille, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Ne vous en faites pas, je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils. Mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Adieu, mamie. Et passez chez votre notaire afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Oh, voilà une femme qui m'aime, comme c'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie de me dire un peu comment je suis. Bon, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour savoir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico, que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon. Qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur. Fort bien. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Ah non, monsieur Furgon dit que c'est mon foie qui est malade. Ben oui, qui dit parenchyme, dit l'un et l'autre, en raison de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble, par le moyen du va rêver, du pylore, et souvent des mea colidoques. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Ah non, rien que du bouilli. Mais oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment. Et vous ne pouvez être en de meilleures mains. Jusqu'au revoir, messieurs. Je viens, mon fils.
Avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle. Un jeune homme? Qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Avec ma fille? Oui. Votre petite fille, Louison, était avec eux. Qui pourra vous en dire des nouvelles? Ah, envoyez-la ici, mamie, envoyez-la ici. Ah, l'effronté, je ne m'étonne plus de sa résistance. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez. Prenez ça. Avancez là. Tournez-vous. Levez les yeux. Regardez-moi. Quoi, mon papa? Là. Quoi? Vous n'avez plus rien à me dire. Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Podane, ou bien la fable du corbeau et du renard, qu'on m'a apprise depuis peu. Non, c'est pas là ce que je demande. Quoi donc? Ah, petite rusée, vous savez bien ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mon papa. C'est ainsi que vous m'obéissez. Quoi? Ne vous ai-je point recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. Qu'avez-vous fait? Oui, mon papa. Je suis venue vous dire tout ce que j'ai vu. Vous n'avez rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non? Non, mon papa. Vraiment? Assurément. Ouh, je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi! Mon papa! Vous ne me dites pas que vous avez vu un jeune homme dans la chambre de votre sœur? Mon papa! Ainsi qu'il vous apprendra à mentir. Mon papa, je vous demande pardon. C'est que ma soeur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout! Non, il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir menti. Et puis ensuite, nous verrons au reste. Pardon, mon papa! Non. Ne me donnez pas le fouet! Ah, vous l'aurez! Au nom de Dieu, mon papa, que je ne l'ai pas! Allons! Mon papa! Vous m'avez blessé! Attendez! Je suis morte. Voilà. Qu'est-ce là? Oh, ma pauvre petite nourrisson, ma pauvre petite fille. Ah, mon Dieu. Oh, malheureux. Oh, qu'ai-je fait, misérable? Ma pauvre petite fille est morte. Oh, la peste se déverse, les chiennes me versent. Oh, ma pauvre petite fille, ma pauvre petite nourrisson. Voilà, mon papa. Ne pleurez point tant. Ah, allez, je vous pardonne pour cette fois-ci, hein? Et à la condition que vous me disiez bien tout. Oh oui, mon papa. Et prenez-y bien garde, car voici un petit doigt qui sait tout et qui me dira si vous mentez. Mon papa, ne dites pas à ma soeur que je vous l'ai dit. Non. C'est mon papa qui est venu un homme dans la chambre de ma soeur comme j'étais. Eh bien? Eh bien, je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Ah, voilà l'affaire. Eh bien? Ma soeur est venue après. Eh bien? Elle lui a demandé de sortir en lui disant « Sortez, 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 mon Dieu, sortez, vous me mettez au désespoir. » Eh bien? Eh bien, lui, il ne voulait pas sortir. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, je ne sais combien de choses. Oui, mais quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça, qu'elle était la plus belle du monde, qu'il l'aimait bien. Et puis après? Et puis après... Ici, mon frère, vous proposez un parti pour ma nièce Angélique. Ah, ne parlez pas de cette coquine-là! Voilà une friponne, une impudente, une effrontée, que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit 2 jours! Voilà qui est bien. Je suis bien aise de voir que la force me revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Voulez-vous que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, mon frère. Je m'en vais revenir. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis dans la fantaisie. J'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire d'introduire à notre poste un médecin pour lui décrier la conduite de ce monsieur Purgon et le dégoûter de lui. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de lui jouer un tour de ma tête. Comment? Agissez de votre côté. Voici notre homme qui revient. Laissez-moi faire. Voulez-vous bien, mon frère, que je vous demande avant toute chose
de ne point vous échauffer l'esprit dans notre conversation. Oui, voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à parler, dans un esprit détaché de toute passion. Mon Dieu, voilà bien du préambule. Oui. D'où vient, mon frère, qu'avec le bien que vous avez, et n'ayant d'enfant qu'une fille, je ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient, mon frère, que je suis le maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble? Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous laisser ainsi. Ah, ça nous y voici. Voilà tout d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non. Laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, qui est détachée de toutes sortes d'intérêts, qui a pour vous une tendresse merveilleuse, et qui montre pour vos enfants une affection, une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain. N'en parlons plus et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée de mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Ce n'est point là. Mon frère, le fait votre fille, il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre doit-il être mon frère? Ou pour elle ou pour vous? Il doit être mon frère. Et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Et par cette raison-là, si votre petite était grande, vous donneriez en mariage un apothicaire? Mais pourquoi non? Oh, est-il possible que vous soyez toujours en péguinet de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous voulez toujours être malade en dépit des gens et de la nature? Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui s'en veut mêler d'en guérir un autre. Ouais, pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre? Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères, jusqu'ici où les hommes ne voient goutte, que la nature nous a mis par devant les yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. À votre compte, les médecins ne savent donc rien. Oh, si fait. Ils savent, pour la plupart, de fort belles humanités. Ils savent parler en bon latin, ils savent nommer en grec toutes les maladies, les définir, les diviser. Mais pour ceux de les guérir, c'est ce qu'ils savent pas du tout. Toujours faut-il demeurer d'accord, mon frère, que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent, frère, ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y arrive pas de grand-chose. Mais venons-en au fait. Que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Rien. Rien. Il suffit de demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre impatience, c'est notre inquiétude qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Mais toujours faut-il demeurer d'accord, mon frère, que on peut aider cette matière, cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, ce sont de pures idées. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent, parce qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Quand un médecin vous parle d'aider, de soulager, de secourir la nature, de lui ôter ce qui lui nuit, de lui donner ce qui lui manque, de la rétablir, la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions. Lorsqu'il parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle et d'avoir des secrets pour étendre la vie de longues années. Ben, il vous dit justement le rendement de la médecine. Et quand vous en venez à la vérité, à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Il en est comme de ces beaux songes qui ne laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête et que vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle. Oh. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde. Voyez les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Ouais, vous êtes un grand docteur à ce que je vois. Et je voudrais qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rendre arrêt vos raisonnements et rabaisser votre quéquet. Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine et chacun peut à ses périls et fortunes croire tout ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous.
J'aurais aimé de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur cette matière quelqu'une des comédies de Molière. Bon, c'est un bon impertinent, votre Molière avec ses comédies. Hein. Et je le trouve plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont point les médecins qui le jouent, mais le ridicule de la médecine. Oh, c'est bien à lui à faire de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon nigo, un bon impertinent, de se moquer des ordonnances et des consultations, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes? On y met bien des princes et des rois qui sont d'aussi bonne maison que les médecins. Allons, cessons de parler de ce monsieur davantage. Ça me chauffe la bile et vous me donneriez mon mal. Je veux bien, mon frère. Et pour changer un peu de discours, je vous dirais que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent. Et qu'on doit, en cette matière, tenir compte un peu de l'inclination d'une fille. Parce que c'est pour toute la vie. Et de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Mon frère, avec votre permission... comment voulez-vous faire? Je m'en vais prendre ce petit mystère-là. Ce sera bientôt fait. Mais mon frère, vous vous moquez? Est-ce que vous sauriez être un moment son lavement et son médecine? Mais remettez cela une autre fois, demeurez un peu en repos. Monsieur Fleuron, à ce soir ou à demain au matin. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et donc laisser monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant de voir cette hardiesse-là. Allons, monsieur, on voit bien que vous n'êtes pas accoutumé à parler à des visages. On ne doit point se souhaiter d'Hermès de me faire perdre mon temps. Je ne suis ici que sur bonne ordonnance et je fais dire à monsieur Purgon comment m'empêcher d'exécuter ces gens et de faire ma fonction. Vous verrez. Vous verrez. Ah, mon frère, j'ai bien peur que vous ne soyez ici, source de quelques malheurs. Le grand malheur, ne pas prendre un lavement que monsieur Purgon a ordonné. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins? Vous voyez d'être toute votre vie ensevelie dans leurs remèdes? Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Oh, vous pourriez arrêter! Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous changeriez tort! Voici, monsieur Purgon. Je viens d'apprendre, là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre un remède que j'avais prescrit. Ah, monsieur Stéphane! Ah, voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. C'est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. C'est pas moi! Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Il a tort. Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mon frère, Le renvoyer avec mépris. laissez-lui! C'est une action exorbitante. C'est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est cause. Un crime de lèse-faculté Vous avez raison. qui ne se peut assez punir. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. C'est mon frère. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Très bien. C'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon clistère. Peut-être bien, je m'en vais prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Mais c'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, C'est la criminogence. puisque vous vous êtes déclaré rebelle
au remède que je vous ordonnais. Point du tout. J'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. C'est fort bien fait. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Ah, miséricorde. Que vous tombiez dans la bradypepsie. Ah, monsieur Purgon. De la bradypepsie dans la dyspepsie. Monsieur Purgon. De la dyspepsie dans l'impepsie. Monsieur Purgon. De la pepsie dans la lianterie. Monsieur Purgon. De la lianterie dans la dysenterie. Ah, monsieur Purgon. De la dysenterie dans l'hydropisie. Ah, monsieur Purgon. Et de l'hydropisie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu. Quoi encore? Qu'y a-t-il? J'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se vend. Mais ma foi, mon frère, vous êtes fou. Je ne voudrais pas pour beaucoup de choses qu'on vous dise faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie, revenez à vous-même. Et ne donnez point un temps à votre imagination. Il a dit que je deviendrais incurable avant qu'il soit 4 jours. Ce qu'il dit. Que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Songez que les principes de votre vie sont en vous-même. Et que le courroux de M. Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Mon frère, il sait tout mon tempérament et la manière dont il faut me gouverner. Il faut vous avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, Hein? il y a là un médecin qui demande à vous voir. Quel médecin? Un médecin de la médecine. Non, mais je te demande qui il est. Ah, ma foi, je ne le connais pas. Mais s'il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, et si je n'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que c'est quelques petits frères qu'elle m'a donnés depuis le trépas de mon père. Elle obtient. Vous êtes sérieux à souhait? Un médecin vous quitte, un autre se présente. Ah, mon frère, vous serez cause ici de quelques malheurs. Encore, vous en venez toujours là. C'est-à-dire que, voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies que je ne connais pas, qui me prennent le lundi matin du pied droit, qui montent et tout ça. Monsieur! Agré que je vienne vous rendre service, et que par ma visite je vous offre toutes les saignées et purgations. Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Hein. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu ces sortes de choses. Et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Moi, j'en suis surpris. Monsieur? Hein? Vous m'avez pas appelé? Eh ben, moi, non. Il faut que les oreilles m'écornent alors. Mais demeure un peu ici, que je vois comme ce médecin te ressemble. Ah, ma foi, j'ai affaire, moi, là-bas, et puis je la fais. Oh, si je les voyais tous deux, je croirais que ce n'est qu'un. J'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Alors, mais moi, j'aurais été trompé à celle-ci et j'aurais juré que c'est la même personne. Monsieur, je vous prie de m'excuser. Par ma foi, c'est admirable. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Vous pouvez avoir tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui. Vous voyez, en effet, les secrets de mon art, de me conserver vrai. Un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province et de royaume en royaume pour trouver d'illustres matières à ma capacité, pour chercher des malades dignes de m'occuper et de trouver les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je veux des maladies d'importance. Je veux de bonnes fièvres pourprées avec des transports au cerveau. Je veux de bonnes fièvres continues. Je veux de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées. Je veux des pleurésies avec des inflammations de poitrine. Et je voudrais, monsieur,
que vous eussiez toutes ces maladies que je viens de dire, que vous fussiez seul, désespéré, abandonné de tous les médecins, à l'agonie, afin de vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis fort obligé des bontés que vous avez pour moi. Quel est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point inscrit dans mes tablettes des grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade! Du poumon? Oui! Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Ah, le poumon, justement! Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon! J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon! Et parfois, il me prend des douleurs de ventre comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je! Avez-vous appétit à ce que vous mangez? Le poumon. Aimez-vous à boire un petit peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez, oui, quand il vous prend un petit sommeil. Après les repas, vous aimez vous reposer un peu et dormir. Oui, monsieur. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Du potage. Ignorant. Voilà. Ignorant. 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 Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur pour épaissir votre sang qui est trop subtil. Il vous faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon gros fromage d'Hollande, du marron et du gruau, du riz, des oublis. Tout cela pour colère et compulsiver. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps lorsque je serai dans votre ville. Vous m'obligerez beaucoup. Que diantre faites-vous avec ce bras-là? Comment? Mais ne voyez-vous pas? Voilà un bras que je me ferais couper sur l'heure si je n'étais que de vous. Pourquoi? Mais ne voyez-vous pas qu'il tire toute la toiture à lui et qu'il empêche l'autre côté de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Et vous avez là aussi un œil que je me ferais crever sur le sort si j'étais à votre place. Oui, ne voyez-vous pas qu'il empêche l'autre côté de profiter et qu'il lui dérobe la nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus vite. Vous n'en verrez que plus clair de l'œil gauche. Ça n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter aussi vite. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent pas. Voilà un médecin, vraiment, qui paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Crever un œil, couper un bras, afin que l'autre se porte mieux. Je préfère que l'autre ne se porte pas si bien. Quelle belle opération que de me rendre dernièrement chaud. Ah, allons. Qu'est-ce que c'est? Je viens faire là-bas et je suis votre servante. C'est quoi? Ben, c'est votre médecin, ma foi, qui voulait me tâter. Parlez-vous de à l'âge de 90 ans. Ah ça, mon frère. Puisque voici votre monsieur Purgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle d'une partie qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère. J'ai bien compris qu'il y avait là-dessous quelques mouettes. Et j'ai découvert ce secret. C'est moi qui l'ai découvert. Mais, mon frère, quand il y aurait quelques petites inclinations, cela serait-il si criminel? Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse. C'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Ah, je vous entends! Vous en revenez toujours là! Et ma femme vous tient au cœur! Eh bien oui, mon frère. Puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine. Je ne veux plus vous souffrir l'entêtement que vous êtes pour elle. Et de voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Oh, mon Dieu, ne parlez pas comme ça de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire, une femme sans artifice. Et qui aime, monsieur, qui l'aime. Voulez-vous que je vous convainque et que je vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Ah, comment? Tenez, madame s'en va revenir
Étendez-vous là de tout votre long dans votre chaise et contrefaites le mort. Hein? Vous verrez, vous, le désespoir de madame quand je lui aurai dit la nouvelle. Ah, je le veux bien. Mais ne la laissez pas trop longtemps dans le désespoir car elle pourrait bien en mourir. Laisse-moi faire. Allez, et vous, cachez-vous dans ce coin-là. N'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le bord? Mais non, quel danger y aurait-il? Allez, étendez-vous là seulement. Voici Et il y aura un grand plaisir à confondre votre frère. Voici madame qui revient, je l'entends. Tenez-vous bien. Oh, ciel, malheur! Quel étrange accident! Ah, madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort? Mon mari est mort. Et hélas, oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Je me suis trouvée toute seule et il vient de passer entre mes bras. Oh, le ciel soit loué! Oh, me voilà délivré d'un grand fardeau! Que tu es sotte, toi-même, de t'affliger de cette mort! Je pensais, madame, qu'il eût fallu pleurer. Bah, ça n'en vaut pas la peine! Quelle perte est-ce que la sienne et de quoi servait-il sur terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, ennuyeux, sans esprit, de mauvaise humeur, mouchant, hachant, toussant toujours, fatiguant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit, servantes émalées. Voilà une belle raison funèbre. Viens, Toinette, il faut que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant ta récompense est sûre. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Viens, auparavant prenons toutes ces clés. Doucement! Madame la femme, c'est comme ça que vous m'aimez! Je suis bien aise d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi! Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez? Par ma foi, monsieur, jamais je n'aurais cru cela. Mais j'entends votre fille qui revient. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle façon elle recevra la nouvelle. C'est une chose qui n'est pas mauvaise d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous connaîtrez ainsi les sentiments que votre famille a pour vous. Ah, ciel, fâcheuse aventure, malheureuse journée. Qu'es-tu, Toinette? De quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous annoncer. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort? Toinette? Hélas, oui. Il vient de passer entre mes bras d'une faiblesse qui lui a pris. Oh ciel, quelle infortune, quelle attente cruelle! Hélas, faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde? Et qu'encore pour un surpas de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi! Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Et quel malheur pleurez-vous? Hélas, je perds dans ma vie tout ce que je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Oh ciel! Quel accident! Hélas! Après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui et tâcher par mes vœux et par mes prières de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Ah, Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes ces pensées du mariage. Depuis la mort de mon père, je ne veux plus être du monde. J'y renonce pour jamais. N'aie pas de peur, je ne suis pas mort. Et je suis bien heureux d'avoir vu ton bon naturel tuer ma véritable fille, mon vrai sang. Ah, quelle surprise agréable. Mon père, puisque par un bonheur extrême le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez que je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une seule chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjurerai au moins de ne point me forcer à en épouser un autre. C'est là toute la grâce que je vous demande. Et monsieur,
Laissez-vous toucher à ses prières et aux miennes, et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination. Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Pouvez-vous tenir la compte, mon frère? Ah, qu'il se fasse médecin. Je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Très volontiers, s'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre. Je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Ce n'est pas une affaire que cela, et je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Et mon frère, me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même, et la commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Ah, mon frère, je pense que vous vous moquez. Suis-je encore en âge d'étudier? En recevant la robe de médecin, vous apprendrez tout. Ah, on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là. Oui. Voulez-vous que la cérémonie se fasse tout à l'heure? Tout à l'heure. Oui, et dans votre maison? Dans la maison? Oui. Je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Allez vous en mettre en habit décent, je vais les envoyer quérir. Allons, voyons cela. Que voulez-vous dire? Qu'entendez-vous avec cette faculté de vos amis? Quel est votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception d'un médecin, avec des danses et de la musique. Je veux que nous en prenions ensemble le divertissement, et que mon frère y fasse le premier personnage. Mon oncle, je trouve que vous vous jouez un peu beaucoup de mon père. Oh, yes. Ce n'est pas tant le jouer que de s'accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Et nous pouvons aussi prendre chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Allons vite préparer toutes choses. Y consentez-vous? Oui, puisque mon oncle nous conduit. Savantissimi doctores, Medicione professores, qui hic assemblatis estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothicari, atque tota compagnia aussi, salus, honor et argentem. atque bonum appetitum. Statuta et facultatem et scripta cum sensu et jugamento. Juro!
Le diplôme et le mariage, nous pouvons prendre un petit verre dans la cour.